Bonsoir à tous les amis, quelle soirée de légende. Déjà qu'hier on s'est régalé, mais alors là je ne sais pas quel terme employer. C'était une nuit de folie, vraiment on n'oubliera pas ce qu'on a vécu entre ce Paris Saint-Germain-Chelsea et ce dernier but de Gvara au bout du temps additionnel qui permet de prendre une grosse option pour le retour. Le Real qu'on annonçait totalement mort, enterré, mais si certains s'en souviennent, moi-même j'ai dit je vois City passé, mais le Real en LDC, je les enterrerai jamais. Et c'est le genre de moment qui rappelle à quel point cette équipe a un ADN assez unique dans cette compétition. Et alors là, le triplé de Valverde. Et c'est même pas juste dire c'est un triplé qui est exceptionnel. Pour un milieu de terrain, dans l'exécution, dans la qualité des buts, on va y revenir évidemment point par point. Et on termine en beauté. Bodo Glimt, certains se sont dit ouais mais maintenant que Bodo Glimt ils vont affronter le Sporting, ça va le faire tranquille, ils ont l'habitude de taper les gros, maintenant comme c'est eux peut-être un peu les favoris, ils vont se faire avoir par l'équipe portugaise. Que déni. Ça, c'est les personnes qui n'ont pas vu Bodo Glimt, parce que les vrais le savent. Cette équipe joue très bien au ballon et il n'y a pas grand-chose qui les arrête. À domicile, on sait que c'était une vraie force. À l'extérieur, désormais, ils ont l'air d'être encore plus à l'aise. Et Bodo Glimt prend une option à 3-0 pour le retour. Ça paraît totalement fou de se le dire, mais Bodo Glimt a un pied et 4 orteils en quart de finale de Ligue des Champions pour une équipe qui dispute pour la première fois cette compétition, qui la découvre, qui vient de la conférence, de l'Europa. Ça fait tellement plaisir parce que on parle de cette Ligue des Champions comme une compétition tellement élitiste où c'est dur pour les équipes hors top 5 de se faire une place. En plus, une équipe qui est passée par premier, deuxième, troisième tour de barrage. C'est vraiment la croix et la bannière. Et Bodo Glimt a fait encore une fois un sacré match en thème difficile. On va y revenir comme toutes les autres rencontres. Mais j'ai vu une équipe c'est celle qui a tapé l'Inter, c'est celle qui a tapé City, qui a allé chercher sa victoire contre l'Atlético. Ce Bodo Glimt là rentre un peu plus dans déjà le cœur de ses supporters, mais même les gens qui aiment le football, je pense qu'ils se prennent d'affection pour eux. Parce que je sais pas à quel point on va s'en souvenir, mais on est peut-être pas loin d'un Ajax 18-19, au tour suivant c'est soit Leverkusen soit Arsenal. C'est une équipe qui n'a plus aucun complexe. De toute façon elle a déjà gagné sa compétition, arriver en 8ème pour eux c'était déjà de la folie. Et ce Bodo Glimt là, vraiment une équipe extrêmement émouvante. Ça fait super plaisir vraiment pour eux, pour cette équipe norvégienne. Et même comme je le disais, c'est vrai que la séquence que vit le football norvégien en global, avec la sélection qui retrouve pour la première fois un grand tournoi. La dernière fois qu'on les avait vus c'était l'Euro 2000, tu vois, la portée par Haaland. Ils avaient mis 4-1 à l'Italie. Là t'as cette équipe qui est un peu un super ambassadeur. Et on le rappelle, la stat est encore plus folle. Bodo Glimt n'est pas champion en titre. C'est-à-dire qu'il y a une équipe en Norvège qui envoie plus de jeux, qui a été meilleure qu'elle, dédicace à l'immense Viking FK, qui a su devancer cette équipe de Bodo Glimt. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Pas mal de monde ce soir et notamment certains qui ont lâché leur petit abonnement, leur petit prime, donc merci beaucoup à Tessendo et Hydraol, ça fait super plaisir les boss. Vous êtes bien nombreux comme toujours, ça marche bien, les débriefs des champions également sur YouTube, les podcasts, tout ça, donc moi je suis toujours hyper ravi de pouvoir animer ça en votre compagnie, surtout quand on vit des soirées comme ça où il y a tellement de choses à raconter. Donc dédicace sur le chat à Rudy Couscous, Doufre, Flip, également Valou PSG, un supporter très heureux j'imagine ce soir, Thibaut, Griffort, Zitou Nino, Ninor et puis Soso Chat la modératrice qui vous rappelle, si vous aimez bien les différents contenus, les émissions, les lives, n'hésitez pas, le petit like, l'abonnement, le commentaire sur YouTube, également disponible en podcast comme toujours. Est-ce qu'on s'inquiète pour la première ligue les boss ? Parce que très clairement, après le match d'hier, et déjà ici, on l'a dit, on a vraiment valorisé la performance de Newcastle contre le Barça, mais au final on l'a dit, c'est qu'un partout. Voilà, c'est très bien ce qu'a montré Newcastle, mais au niveau du résultat, c'est pas une finalité incroyable. Mais sincèrement, je pense que certains ont peut-être un peu trop exagéré sur le comparatif Première Ligue versus le reste du monde. Il y a encore pas mal de matchs au retour où je pense que, tu vois, Arsenal, pour moi, va pouvoir notamment se qualifier. Liverpool, ils ont qu'un but à remonter. Après, tu commences à faire les comptes. City en a 3 à remonter. Chelsea, pareil. Tottenham, c'est également le cas. Donc, va falloir quand même s'employer pour réussir à faire
la différence. Je pense qu'on va quand même avoir, tu vois, deux équipes qui vont passer. Mais sincèrement, on a peut-être vu cette première ligue trop belle. Pourquoi ? Parce que bah oui, ils ont évité de s'affronter entre eux lors de la phase de championnat. Ils ont été ménagés. Mais bon, si on parle d'un championnat qui n'est pas le plus terrible au niveau du jeu, pourquoi est-ce qu'en Coupe d'Europe, comme ça switcherait d'un coup ? On voit certaines équipes avec des lacunes. J'ai pas non plus envie de tomber dans la caricature inverse et de dire toute la première ligue est pourrie, parce que je pense qu'il y a quand même des équipes qui peuvent montrer un bien meilleur visage que ça. Après, il y en a qui, depuis un moment, sont quand même sur une phase descendante d'un point de vue du jeu, du contenu. Je pense à Arsenal. C'est vrai que j'ai oublié de le dire dans l'intro, mais on a pu avoir également ce match contre Leverkusen à 18h45 qui m'intéressait pas mal parce que sincèrement, je voyais perso, voilà, Leverkusen pouvoir proposer quelque chose en mode bon bah je les vois pas ridicules, je les vois pas prendre un 7-2 comme ça a été le cas au PSG. Mais là sur ce match, j'ai vu un Arsenal vraiment manquer de solutions, d'idées et surtout la ligne d'attaquants, franchement Martinelli, Gyökeres, Saka, on va s'arrêter un peu plus tard sur lui. J'adore le joueur, hein, vraiment c'est un jeune qui a montré, c'était un jeune qui a montré quand il est vraiment apparu en équipe première de très belles choses, qui étaient beaucoup moins stéréotypées. Là je pense qu'on a assisté au pire match de Saka avec le mode Arsenal, vraiment il a tout raté, il était à côté de la plaque. Donc ouais, la première ligue, sérieux avertissement. Après chaque équipe a sa vérité parce que voilà, Newcastle ils ont pas fait de 8ème de Ligue des Champions, ils ont pas fait cette phase là depuis très longtemps. Tottenham c'est la crise absolue, Liverpool est d'une inconstance rare. Pep avec City, même si c'est un City, on se dit tiens il y a des choses, les arrivées de Semenyo et Gueye, on reviendra sur la compo. Beaucoup de choses à redire sur la compo de Pep ce soir. Après bon, c'est facile dans mon fauteuil de critiquer un des plus grands coachs de l'histoire, mais là j'avoue, je pense que sur cette soirée face à ce Real là, je pense qu'il s'est trompé un petit peu d'approche. Liverpool, ouais, je l'ai dit, c'est une inconstance qui est quand même assez conséquente. T'as aussi Chelsea. Alors c'est vrai que le match de ce soir est hyper particulier parce que t'as des cadeaux dans tous les sens. Paris qui en fait. Finalement, Chelsea en donne aussi à la fin avec voilà Jorgensen sur le but de Vitinha. Après, faut terminer les actions, hein, parce que tu vois, par exemple, sur le deuxième but de Chelsea, t'as la mauvaise transversale de Nuno Mendes, mais t'as aussi un Doué qui est hyper nonchalant. Après, Pedro Neto, il active son moteur V12 pour déposer tout le monde et servir l'ami Enzo Fernandez dans un fauteuil, mais ouais, ça s'est rendu des petits cadeaux, et pour le coup, comme tu dis, le but de Vitinha, wow, le sang-froid et le contrôle, voilà, t'as cette mauvaise relance de Jorgensen, le ballon lui arrive à Vitinha, un peu aérien, et à ce moment-là, parce que c'est de partout, c'est pas simple, parce que le PSG, tu vois, s'est fait un peu bousculer, le PSG a donné 2 buts sur des ballons qui voilà, auraient dû être évités de se transformer comme ça en réalisation pour Chelsea, et il a réussi à très très bien le convertir. Franchement, le but de Vitinha, mais le nombre de top buts aussi qu'on a eu ce soir, je vous l'ai dit, hein, la qualité du triplé de notre ami Valverde, il y a le premier but de Jens Peter Hauge pour Bodo Glimt qui est génial, t'as le but de Dembouz, c'est de la folie, l'enchaînement de Barcola, Vitinha, ce lob il est pas mal, le but de Gvara, il est fantastique. Non, franchement, on a été très très bien nourris. Et voilà, c'est vrai que cette Ligue des Champions, mine de rien, c'est une bonne campagne pour l'instant, parce que t'as des surprises, t'as du suspense, t'as des gros scores, t'as des retournements de situation. Voilà, comme je le dis, cette formule, elle me plaît bien. Si on enlevait peut-être 2 matchs de championnat, moi on peut garder les barrages dans ce sens-là. Mais franchement, le niveau qui est proposé, ça peut donner un tableau, à chaque match, ça peut totalement s'inverser. Tu vois, Galatasaray contre Liverpool, j'étais là en mode me dire bon, il y a le retour à Anfield, normalement ça va pas passer, et même si on a vu quelque chose du côté du Juventus Stadium où ça a été très compliqué pour les Turcs, là maintenant je me dis Galatasaray peut le faire. Donc j'aime bien cette odeur un petit peu d'impossible et d'une édition qui est assez illisible. Donc en tout cas, ouais, grosse soirée de Ligue des Champions. Franchement, j'avoue que moi j'avais mes 2 écrans, finalement j'ai commencé à en mettre un 3e parce que je me suis dit, je peux pas passer à côté de Bodo Glimt qui fait son premier 8ème de LDC. Et ça, c'est peut-être une phrase, vous allez dire, il exagère l'ancien, qu'est-ce que tu racontes et tout, mais à part l'entame de match, la rencontre, le contenu proposé par nos amis norvégiens, exceptionnel. On rigole. Voilà, on est là en mode c'est rigolo parce que Bodo Glimt, Bodo/Glimt, le terrain synthétique, ils jouent au-dessus du cercle polaire, ils ont arrêté leur championnat depuis novembre, c'est une équipe où il y a 95% de joueurs norvégiens, leur attaquant c'est un Danois, il aurait dû partir à Norwich cet hiver.
mais voilà, ils font des exploits, mais c'est pas juste la réussite, tout tourne en leur faveur, c'est que ça se provoque. C'est que le niveau proposé sur le terrain par Bodo, ils sont capables d'aller chercher un City friable, mais également d'aller taper l'Atlético chez eux, de faire tomber 2 fois l'Inter en barrage. Et là, le Sporting, le niveau de Bodo, moi, je suis bluffé, choqué. Parce qu'il y a certaines équipes, tu sais, qu'elles peuvent proposer ça. Mais dans ce type de rendez-vous, tu peux tomber contre plus fort que toi, tu peux t'incliner, et des fois, bah, t'as forcément cette pression du moment XXL, où ça va être compliqué. Mais là, à cet instant... je vois une équipe, comme je l'ai dit les dernières fois, qui est capable de très bien défendre. C'est une qualité quand même en Ligue des Champions, on va le rappeler. C'est une équipe qui est capable de souffrir, de vraiment laisser son adversaire avoir le ballon. Mais par contre, ils sont aussi capables de le récupérer, de marquer sur certaines séquences de possession. Par exemple, le deuxième but, le troisième. Le troisième ce soir, c'est un renversement, je crois que c'est du numéro 4, j'ai plus son nom en tête, qui va chercher Jens Peter Hauge, qui est touché par la grâce en ce moment, qui virevolte sur son côté, qui centre, et ça va trouver Casper Hauge qui est là au bon endroit au bon moment, mais c'est une équipe qui est aussi capable de marquer sur des exploits individuels, qui peut faire des séquences, petites talonnades à la surface. Ça me plaît parce que vraiment je vois, je sais pas si j'exagère, mais je vois une forme à leur échelle de petit football total, quoi. C'est une équipe qui a toutes les qualités du football moderne et qui en plus a cette part de fantaisie, de folie qui est hyper séduisante. Donc non, c'est bien parce qu'en plus ça fait une grosse histoire cette Ligue des Champions. Au moment où c'est vrai que tu vois 6 clubs anglais en huitième de finale, t'as toujours un petit peu le même casting, t'as 2-3 équipes qui tentent de pousser la porte. Là, t'as cette météorite, cette comète, et c'est quand même assez fantastique. On va aller voir, vous en faites pas, évidemment, tout le contenu de cette soirée de LDC. À cet instant présent, est-ce qu'il y en a qui voient des remontadas ou potentiellement des exploits? Parce que c'est vrai qu'à part Gala, Liverpool, Bayern, Arsenal et Newcastle-Barça, même si on peut se dire, bon, Barcelone, Arsenal et Liverpool peuvent le faire à maison, mais on a vu que voilà, c'était pas non plus des contenus parfaits, donc t'as qu'une semaine pour te remettre à l'endroit. Est-ce que PSG-Chelsea, est-ce que Real City, est-ce que Atalanta-Bayern ou Bodo Sporting et Atletico-Tottenham? Honnêtement, là pour le coup, t'as envie de dire bon, le PSG, ils ont déjà perdu 3-0 contre cette équipe, mais ils ont quand même mis quelque chose en fin de match qui m'a beaucoup plu, et en plus ils vont pouvoir se reposer ce week-end, merci au Père Kita. Real City, j'ai envie de dire, normalement oui, City peut le faire, mais je sais pas, ce match il a laissé une empreinte très bizarre côté Citizens. Bayern Atalanta, pas suspense. Tottenham Atlético, Atlético a déjà perdu 3-0 il y a quelques jours contre le Barça en demi-finale retour de Copa, mais là c'est quand même un Tottenham qui est archi malade et qui va surtout penser, je pense, à sauver sa peau en Première Ligue. On le rappelle, t'as Liverpool ce week-end, et ensuite tu as Nottingham juste avant la trêve, adversaire direct, et Bodo Sporting, on peut toujours se dire, bon bah voilà, peut-être que le conte de fées va s'arrêter, mais maintenant ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'ils sont aussi capables de très bien voyager avec cette victoire à Atlético et sur la pelouse de l'Inter. Donc moi en vrai, il n'y a pas forcément, après c'est toujours les remontadas à prédire, c'est fou. Je suis peut-être fou, mais Tottenham et si. Ouh, ça m'intéresse. S'il devait y avoir une remontada, ce serait pour qui? S'il devait y avoir, hop, une remontada, hop, on va voir un petit peu quel est votre son de cloche ici, hop, pour voir quelle équipe va avoir votre faveur. Mais ouais, Chelsea, Tottenham, City, ça fait 3 Anglais qui sont quand même dans le dur. Newcastle à Barcelone, ça va pas être simple. Je pense que s'ils en sortaient peut-être avec un but d'avance, là ça va être quand même assez ce mais sinon, t'as quand même des scénarios où je me dis, ça va être assez redoutable dans ce sens. Sporting capable, ouais. Atlético extérieur, ils sont bizarres. C'est vrai qu'on a déjà vu Atlético avoir sa déconnade. Il y a un monde où aucune équipe de première ligue ne passe, peu de chance. À mon avis, je pense que tu vois par exemple Leverkusen a laissé passer son truc contre Arsenal parce qu'Arsenal était dans un mauvais soir. Est-ce que, même si c'est une période qui est dure pour les Gunners, est-ce que ce Leverkusen-là aurait pas dû aller faire un peu plus mal sur cette équipe qui était en panne d'inspiration? Gala Liverpool, ça aurait pu, mais ça en sort qu'à 1-0, mais Liverpool a son inconstance aussi cette saison. Donc c'est pas impossible. Ouais, j'avoue que... En tout cas, sur la ligne de départ, on pouvait se dire, très honnêtement, je pense que
Tottenham, c'était dur. Barcelone, moi, je les voyais quand même se qualifier. Leverkusen, Arsenal, je voyais Arsenal. City, Real, je l'avoue, je voyais City. Même si, comme je vous le dis, je sais qu'il y a ce truc un peu inouï pour cette équipe en LDC. Gala, Liverpool, je voyais Liverpool. Et PSG, Chelsea, je voyais le PSG. Donc, on est à 3 sur 6. Donc, peut-être que ça va le faire, quoi. Est-ce que tu penses que Bodo va se faire dépouiller au mercato estival ? C'est très particulier comme question, parce que peut-être qu'on va en reparler après de Bodo Glimt, mais on sait que c'est une équipe où tu as déjà des joueurs au sein de ce groupe qui ont tenté leur chance à l'extérieur. On peut penser à Patrick Berg, qui a eu son aventure lensoise, Jens Peter Hauge, qui a joué au Milan, qui a joué à Francfort, qui a joué aussi en Belgique de mémoire. Ça n'a pas forcément fonctionné pour eux. Je l'ai dit déjà dans un autre live, Bodo Glimt a ce côté un petit peu Atalanta du Nord, où les joueurs ont un tel confort, ont un tel cadre, et surtout ils ont un coach qui est là, qui est Tino Huyssen depuis 2018. Donc c'est vraiment la continuité, la stabilité, et c'est vrai qu'ils ont obtenu de très bons résultats dans les autres Coupes d'Europe. C'est pas, même si je pense que pour tout le monde ça dépasse largement les attentes, et c'est un véritable miracle, mais tu vois, ils avaient quand même posé des bases en conférence, en Europa. Je rappelle, ils ont battu Porto, la Roma, la Lazio, des résultats contre Olympiakos, le Celtic. Donc c'est pas, tu vois, l'an passé ils sont demi-finalistes d'Europa, mais là pour le coup, pour les joueurs, t'es à la maison, tu vois, t'as beaucoup de joueurs norvégiens dans l'équipe. Je crois que ouais, c'est ça, t'as l'attaquant qui est danois, Hauge, et t'as le gardien qui est russe de mémoire. Donc pour le coup, t'as quand même ce côté bande de potes qui s'éclate. Et là, avec cette campagne de LDC, t'as une équipe où t'as une moyenne d'âge assez équilibrée de mémoire. Je sais pas si ça peut... s'il y aura beaucoup de départs. Il y a peut-être des joueurs qui ont de ce profil-là, comme l'attaquant Hauge, parce qu'il est sur une belle série de buts. Et je pense à un profil qui, lui, peut-être... C'est dur, hein, mais je pense que ouais, ça peut être haut championship, bas première ligue, mais ça peut être assez intéressant à se récupérer, quoi. Et c'est pas Bodo Glimt qui a un ancien militaire en préparateur mental. Oui, c'est une bonne information, ça. Tino Huyssen a un pote qui était dans l'armée. Il a dit tu t'ennuies, toi, t'as rien à faire, bah viens les motiver et tout. Et en gros, c'était une équipe qui a passé pas mal de tours préliminaires de Ligue des Champions sans justement atteindre le stade final de la phase de groupe. Je crois que Bodo Glimt a échoué 3 ou 4 fois depuis qu'il a récupéré ça. Il a dit bon bah vas-y, fais-moi un discours un peu musclé, voilà, en mode on se lève à 6h du mat, on va on va sauter au-dessus de cordes, on va se mettre dans la boue, enfin voilà, ça va être un truc un peu énergique. Et du coup bah finalement ça a payé ce préparateur mental version militaire armée. Et Bodo Glimt en récolte aujourd'hui les fruits, quoi. Donc s'il devait y avoir une remontada, vous voyez City à 62%, hein. C'est vrai que ce Real est tellement particulier, mais là je sais pas, j'ai revu ce Real version LDC, froid, réaliste, profiter de la moindre erreur adverse, et après un City qui s'est trompé de plan. Est-ce que voilà, Pep peut corriger ça d'ici une semaine? C'est pas évident. Chelsea 17%, le Sporting 13%, il y en a quand même très peu qui voient Tottenham et l'Atalanta, ça peut s'expliquer. On va commencer les boss par ce PSG de Chelsea. Quel match, incroyable d'intensité, de buts. Enfin, je sais pas si on a assisté quand même à une rencontre avec 7 buts. C'est pas commun. Côté revanche Coupe du Monde des clubs qui s'est fait ressentir sur certains contacts, notamment João Pedro qui va très franco sur João Neves. Ça s'est bien bousculé. Et finalement, je crois qu'il y a eu qu'un seul carton jaune, c'est pour Guevara, qui a pris carton jaune parce qu'il a trop porté le ballon après le coup de sifflet. Bon, je pense qu'il y a quand même d'autres contacts qui auraient pu mériter jaune, voire peut-être rouge. Alors, c'est vrai que c'est une action qui est extrêmement bizarre et rare. C'est le contact de Pedro Neto qui bouscule le jeune ramasseur de balles. Certains ont dit il simule et rajoute. Alors après, peut-être que vous avez oublié certains fondamentaux, mais on touche pas les ramasseurs de balles. Enfin, très clairement, tes joueurs, tu restes sur le terrain, tu te concentres. Non, mais bien sûr que le ramasseur de balles, c'est son rôle de garder le ballon et tout, mais tu pousses pas un ramasseur de balles. Enfin, on arrête. Enfin, c'est bon, on arrête le clubisme, on arrête le joueurisme, on arrête toutes ces bêtises. Hazard, tu as raison, il aurait été suspendu et Hazard avait pris rouge en première ligue. Alors, qu'ils prennent pas rouge, qu'ils se disent, bon, c'est un match qui finalement n'a pas dérapé, mais qu'ils prennent même pas jaune. Waouh, j'avoue que moi ça m'a quand même pas mal alerté. Je me dis que sur cette rencontre il y a que Guevara qui s'en sort avec un jaune, et ok, c'est un truc qui peut se signifier, mais là
le ramasseur, non, ça méritait au moins jaune. Et franchement, j'ai été plus que surpris de voir ça. Mais sinon, voilà, j'ai cru que ça allait peut-être un peu plus se rentrer dedans parce qu'on sait que ça a beaucoup parlé. T'as eu, João Neves qui avait tiré la tignasse de Cucurella. T'as Luis Enrique qui a mis une petite gifle à João Pedro. Ça a beaucoup parlé après cette fameuse finale de la CDM des clubs. Mais il y avait quand même le terrain. Et sur le terrain, on a vu ce PSG se mettre à la hauteur de la Ligue des Champions, avec des actions de grande classe, avec des réveils qui étaient attendus. Barcola, ça faisait 17 matchs qu'il n'avait pas marqué en LDC, plus d'un an. C'est le timing parfait, royal, avec ce centre de Dembélé, la remise très intelligente de João Neves, toujours bien placé, et de la tête, vraiment sacrément, toujours à l'aise ce joueur, et vraiment d'une intelligence rare. Et l'enchaînement de Barcola me plaît beaucoup parce que voilà, on a souvent parlé de sa finition, et c'est très très bien, au bout de 10 minutes comme ça, d'envoyer un tel but pour faire passer un petit message. Et j'ai envie de revoir ce Barcola-là, toujours en gardant ce côté joueur de débordement qui percute, qui propose énormément. Mais j'aime beaucoup, au moins, enfin, ça peut lui servir de déclic dans cette saison. João Neves a été excellent, je suis d'accord avec vous. La pépite, il a tellement manqué, on sait que c'est également le cas pour Fabien Ruiz, qu'on a revu en tribune, donc on sait au moins qu'il est vivant. Je crois qu'il a aussi fait quelques petits footings du côté du camp de Poissy. Mais voilà, c'est un PSG qui a quand même ses failles et ses absences du moment, notamment d'un point de vue défensif. T'as pris 2 buts contre Monaco sur le barrage retour, t'en as pris 3 contre cette même équipe en Ligue 1. Donc garder un clean sheet en ce moment pour le PSG contre ce type d'adversaire, c'est compliqué. Ça s'est senti sur le premier but avec Malo Gusto qui est oublié. Alors peut-être que Malo Gusto n'a pas les qualités de finition d'R9, mais laisser seul comme ça un joueur en 8e de finale de Ligue des Champions, c'est problématique. Absence de Nuno Mendes, Barcola qui fait une course pour revenir mais qui est trop juste, et Safonov qui n'a pas une main assez ferme. Pas mal de petits cadeaux parce que finalement tu regardes la proposition du match, t'as Jorgensen qui en donne, t'as la défense du PSG qui en rend aussi, mais voilà, Paris a quand même été assez, je trouve, guidé, et j'ai retrouvé la magie de l'équipe de l'an passé qui savait appuyer sur le bouton au bon moment. C'est ce qu'on voulait voir. Alors c'est toujours peut-être à pondérer parce que Chelsea finalement a donné certains buts, mais quand tu vois le niveau de certains joueurs ce soir, Dembélé, le ballon d'or qui répond présent, quel but les amis. Enfin franchement, l'arrêt de Safonov et ensuite la course de Dembélé, et c'est vrai qu'il y a aussi Hakimi qui fait un très bon appel pour solliciter le 2 contre 2 et également avoir brouillé les pistes. Je me suis demandé moi-même, est-ce que Dembélé va le mettre? Est-ce que il va solliciter Hakimi? Comment ça va se passer? Il commençait un petit peu à ralentir en plus, et là finalement t'as ce crochet, il se l'emmène très bien côté extérieur, et la finition croisée. On a tous dit, je pense, cette expression, mais oui, c'est un but de ballon d'or, c'est une action de ballon d'or. Elle est tellement bien amenée du début à la fin. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent sur cette action. Safonov, Doué, Hakimi, et forcément en tête d'affiche Dembélé, parce que je pense que Paris avait besoin de ce joueur-là à ce moment précis. D'ailleurs, il sort à la 70e. Alors, quand t'es un joueur de cet acabit, ne pas terminer le match, ça peut toujours être fâcheux, mais je pense que Dembélé n'est pas encore totalement à 100%, et vu on va dire son absence de surprise, je pense que c'était un deal au niveau du staff, en mode on t'accorde cette sortie pour laisser Kang In Lee. Oui, comme j'ai dit, t'as le deuxième but où t'as cette erreur avec la mauvaise transmission de Nuno Mendes qui a pas forcément toujours les bons choix en ce moment, qui rate pas mal de choses, ce qui est assez inhabituel chez lui, ce déchet technique. Et Doué, le RP nonchalant, ça peut passer contre Le Havre, Angers, quand on est 3 clampins à regarder ça sur Ligue 1+, un samedi à 19h, mais malheureusement en Ligue des Champions, mon coco, là c'est redoutable, et malheureusement derrière Pedro Neto en a bien profité, et super course, et le service pour Enzo Fernandez est très bien exécuté, et je pense que vous l'avez vu, que je vous dis, petite rivalité, Enzo Fernandez qui montre ce très beau badge de la Coupe du Monde des clubs. À chaque fois que je le vois, c'est vrai que je pense à quelqu'un qui avait dit, on dirait un badge critère 1, critère 2 pour faire entrer ton Kangoo dans Paris. C'est vrai qu'il est pas très beau ce badge, je préfère les badges Coupe du Monde
voire même Ligue des Nations. Je crois qu'il est un peu argenté. Il est assez stylé. Mais du coup, oui, Doué a raison de sortir. Et c'est vrai que c'était un des choix attendu. Je pense que Barcola, par rapport à ses derniers matchs, même si il ne marque pas en Ligue des Champions, c'est celui qui était peut-être le plus régulier, le plus intéressant dans ce qu'il proposait. Dembélé, tu es obligé de le mettre à partir du moment où il est disponible s'il n'y a pas de risque physique. Et peut-être petite balance entre Doué et Guevara, parce que Doué, on a vu de bonnes choses. Le match contre Monaco était plus dur. Guevara, c'est une période qui est moins bonne. Mais voilà, c'est aussi ça, le principe d'une grande équipe comme ça. On l'a toujours dit que le PSG n'a peut-être pas le banc le plus extensible, mais tu as certains postes où tu as quand même une petite concurrence. En attaque, tu l'as. Et Guevara, bah, c'est juste parfait son match. Enfin, son entrée, c'est tout ce qu'on voulait voir. 2 buts, une passe D. Cette remise pour Vitinha. Après, bon, Vitinha, l'ensemble des Parisiens profitent des erreurs de Jorgensen. Mais ce petit lob, il est très très bien senti. Et je pense que ça va lui faire du bien aussi à Vitinha, qui a été un peu fatigué ces derniers temps. Et bah, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Et surtout, toujours garder ce sang-froid. Enfin, je l'ai dit, mais c'est vrai que cette lucidité, elle est exceptionnelle à ce moment-là, à 2-2, de pouvoir juste ajuster Jorgensen de cette façon. Et le doublet de Vara. Le premier, c'est tout ce qu'on aime chez lui, l'exploit individuel, la fréquence d'appui, la capacité à très très vite enclencher la frappe. La frappe, elle part tellement vite, elle est inarrêtable. Enfin, peut-être que tu as un Neuer 2014, un Gordon Banks 70, un Courtois 2022 qui peuvent l'arrêter, mais je sais pas s'il y a un chronomètre, on a mesuré la vitesse de cette frappe, mais ça a été tellement fou la manière dont c'est parti, et ça va lui faire du bien. Et bah derrière, tu as un autre cadeau de la défense de Chelsea, notamment Jorgensen, qui n'arrête pas totalement ce ballon. Et ça fait ce 5e but qui arrive à la 93e, 50, tout ça. Donc ça permet de te mettre un 94e. C'était un peu plus à l'abri pour le match retour. C'est 3 buts d'avance. On va pas non plus, je pense, fanfaronner totalement, parce qu'on sait que Chelsea, encore une fois, c'est une équipe qui a son lot, son côté imprévisible. Mais voilà, Paris doit aborder. Enfin, je pense que ça va quand même les rassurer sur la capacité de certains offensifs à être des génies, parce qu'il faut le dire, quand tu vois ça, tu dois juste t'incliner. Et il y a des perfs individuels qui m'ont fait plaisir ce soir. Je pense à Pacho. J'ai commencé à avoir des articles très bizarres dans la presse, en mode où est passé Pacho, qu'arrive-t-il à Pacho, pourquoi Pacho est un peu plus en difficulté. Je pense que c'est vraiment le dernier des problèmes à chercher à Paris. Pacho n'était pas forcément aidé par, je l'ai dit, certains joueurs qui autour de lui, pour moi, sont beaucoup plus en délicatesse avant ce match. Je pense à Nuno Mendes, qui encore une fois ce soir n'a pas été aussi renant que d'habitude. Marquinhos qui a aussi ses failles. Hakimi qui a du mal à récupérer au global depuis son gros tacle subi par Luis Diaz et cette canne. Pacho, oui, c'est peut-être pas le Pacho qui nous a tous impressionnés, mais c'est le mec, pour moi, ça a toujours été un 6 sur 10 minimum. Oui, il peut des fois perdre des duels. Et franchement, c'est pour que je vous dis, s'il y a bien un joueur sur lequel c'est dur de tomber à Paris, c'était lui. Donc c'est très bien, parce que c'est le genre de match qui envoie un message. Non, mais je suis toujours là. Et il fait toujours partie du top 3 des défenseurs centraux de la planète. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. D'ailleurs, petit top 3 des défenseurs centraux de la planète comme ça. Upamecano, Gabriel. Je pense que Pacho, pour compléter, c'est très bien. On a ce qu'il faut. Mais non, il a fait quelque chose de resplendissant. Comme beaucoup de joueurs ce soir. J'aime bien ton message, Tritz. Le pressing était simplement efficace. Chelsea jouait les ballons en profondeur. Sauf que la tactique avec des failles du fait que João Pedro est nul et fallait compter que sur les ailes. Ouais, c'est vrai que João Pedro était très attendu. Vu sa forme du moment, et surtout depuis l'arrivée de Liam Rossenior, où je sais pas si vous avez vu la palette du joueur sous Maresca, c'était quelques petits points rouges sur le match, et depuis que Rossenior est arrivé, c'est un joueur qui a vraiment multiplié ses zones d'intervention sur le terrain, mais vraiment il a été annihié, on l'a pas retrouvé. Il a eu 2-3 ballons dans la surface, mais ça a été assez compliqué pour lui. Et non, je pense que ça fait plaisir quand même de voir le PSG retrouver, comme je dis, cette dimension d'équipe qui sait s'enflammer dans le bon sens dans ce type de rendez-vous en Ligue des Champions. Dans hors-jeu lundi, j'ai fait partie du camp des optimistes avec Youth. J'espère que ça va pas se retourner contre moi la semaine prochaine. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi cette idée pour le PSG. On parle beaucoup de choses, de recrutement qui a été raté, de
Manque de préparation, d'équipe qui n'a pas très très bien tourné entre le fait d'aller en barrage et de s'être fait chahuter par Monaco. Et j'aimais bien ce rendez-vous-là, parce qu'encore une fois, sans être dos au mur, c'est en mode t'as plus trop le choix quoi. Derrière t'as pas de match de rattrapage ça permet de se mettre en évidence quoi. Le 4-2 après la bousculade de Neto sur le ramasseur, c'est le karma. Ah bah c'est vrai que voilà, hein, il s'en sort très très bien sans avoir de carton jaune. Et là pour le coup ça l'a fait peut-être petit coup de boost supplémentaire pour le PSG pour aller chercher ce résultat. Après, c'est vrai que, peut-être au niveau statistique, quelqu'un a dit 0,87 XG, ça fait 5 buts. Donc très très belle performance, mais finalement, quand on sait que le PSG a eu des manques d'efficacité qui ont été parfois criants sur certains matchs, bah ce soir ça tourne en faveur. 9 tirs 8 cadrés, voilà, ça fait quand même cette différence. 0 grosse occasion manquée, je pense qu'il y a pas mal de matchs où c'était du 4-5. Et là, pour le coup, t'as quand même 1,53 d'XG pour Chelsea, t'as 9 tirs pareils, mais seulement 4 cadrés, et t'as 2 grosses occasions manquées. Et voilà, 88% de passes réussies pour le PSG, et 83% pour Chelsea. Donc même si on a vu un certain manque technique, ça a quand même manqué à ce moment-là. Ouais, Gvara, c'est 0,05 d'XG, Barcola, 0,08, Vitinha, c'est 0,20, Gvara, le dernier, le cinquième, c'est 0,20, et Dembélé, c'est 0,24. Ouais, celui de Gvara, ça m'étonne pas qu'il soit à ce niveau-là, quoi. Et Gusto, ouais, 0,12 et Fernandez, 0,67. Ouais, là, c'est logique. Tout seul, point de penalty, vu comment il arrive, c'est quand même assez savoureux, quoi. Les XG, c'est de la merde, tu cadres 8 fois, tu as même pas un XG. Après, c'est vrai que c'est, comme on dit, c'est les stats, vous savez, faut pas forcément fier son analyse là-dessus en priorité, c'est un accompagnement. Là, vous voyez, j'ai parlé des buts, j'ai parlé du match, les stats, c'était juste pour avoir ça en tête par rapport à ce qu'on sait d'habitude. Et tu vois, comme je dis, Paris a l'habitude d'avoir des occasions qui manquent. Là, ce soir, t'as pas eu de loupé dans ce sens, donc faites pas des genres de trucs. Oh là là, 0,87 d'XG, le PSG a une chatte absolue. Non, c'est que ce soir, ils ont enfin rectifié le tir, quoi. Faites des maths MDR. Ah bah là, c'est vrai que c'est un cours plus, hein, maths sup. Mais ouais, c'est vrai que ce but-là de Gvara, il me fait tellement plaisir. Moi, j'aime beaucoup ce joueur et ça me fait toujours, pas dire de la peine, mais quand il est dans le dur et tout, parce que oui, je pense qu'il fait partie de cette catégorie de joueurs qui va peut-être jamais atteindre un niveau statistique ou de régularité des monstres absolus, mais je trouve qu'il a son truc à lui qui est quand même hyper satisfaisant toujours. Et en Ligue des Champions globale, c'est depuis qu'il est arrivé il y a un an, tu fais la totale, le but contre l'Inter en finale, le but contre Villa. Ouais, il en a quand même pas mal des bons petits buts, l'ami Gvara. Toujours bon en phase finale. Bah, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui aiment ce genre de rendez-vous. Voilà, mercredi soir 21h, les projecteurs sont allumés, il y a tout le monde devant Canal. Et comme tu le dis en plus à nucléaire, tu rajoutes à ça l'état d'esprit, même si on peut le dire que dans l'état d'esprit on a vu des fois un petit peu trop de tirs forcés ou d'individualisme, mais sur les retours défensifs, Gvara, je pense que c'est un des joueurs les plus intouchables, quoi. Donc vrai bon match du PSG, ça s'est rendu coup pour coup. C'est un match qui a tourné aussi avec ses erreurs de gardien et ses errements défensifs. Donc ça fait aussi partie des dynamiques et des histoires de ces équipes à cet instant présent de la saison, même depuis plus longtemps par rapport à Chelsea. Moi j'aime beaucoup Chelsea, il y a beaucoup de joueurs que je trouve vraiment classe mondiale, mais cette défense-là est trop d'erreurs, trop d'absence, c'est pas possible. Tu te flingues beaucoup. Après voilà, tu pars avec un handicap de 3 buts, peut-être que tu peux le remonter, hein, c'est pas finito, mais je pense que Chelsea pourra peut-être avoir des regrets sur cette double confrontation parce qu'il y avait mieux à aller chercher de leur part. Et voilà, après quand tu vois le match de Jürgensen, très compliqué, Fofana aussi, ça a été rude. Il y a beaucoup de joueurs sur l'aspect défensif qui ont manqué sur cette soirée, mais ouais, je pense que pour les supporters parisiens ça va vous faire du bien parce que ça faisait un moment que ça ronronnait, on se posait des questions et c'est fini et tout ça et blablabla. Et voilà, après on va toujours rester mesuré parce qu'on sait que c'est un club qui est capable de l'extraordinaire dans les deux sens. Là ça se sent normalement plutôt bon, mais si tu gères bien ta préparation Stamford Bridge, si tu mets tout le monde au repos, voilà, comme sur FM, 4 jours, aller faire
ouvert les boutiques sur les champs avec madame, tu vas peut-être bien t'en sortir, quoi. Et c'est vrai que Chelsea à Newcastle ce week-end, où ça va être quelque chose. Ouais, Caicedo pas aussi fort que par rapport à d'habitude. Non, certains joueurs qui n'ont pas été dans la forme du moment. Reece James, j'aime beaucoup. C'est pas son meilleur match. Joao Pedro a été bien inférieur par rapport à ce qu'on a vu. Caicedo, voilà. C'est vrai que Pedro Neto, à part la dinguerie sur cette action, il a quand même fait des différences qui sont assez plaisantes. Et Palmer, ouais. Je vais retrouver qui c'était l'autre passeur décisif. C'est Enzo. C'est vrai que c'est Enzo qui est passeur sur le premier but. Palmer aussi. Au global, depuis son retour de blessure, il y a eu des moments, mais il n'y a pas eu non plus des trucs incroyables par rapport à ce qu'il avait pu nous offrir il y a quelques années. Donc ouais, beau message envoyé de la part du PSG. Heureusement que le match contre Nantes a été décalé. Le PSG a reperdu confiance face à Coach Vaid. Après, si le match avait été maintenu, moi franchement, vu ce Nantes-là, là je peux te dire que j'aurais mis Renato Marine, j'aurais mis Chevalier, Renato Marine latéral droit, Zabarni, Beraldo, Dro Fernandez, Ramos, Mbaye. J'aurais mis 3 U19, j'aurais mis tout le monde là. Et ça, j'aurais envoyé au frigo sur ce week-end. Ouais, belle entrée de Lucas. C'est vrai que certains en ont parlé, mais le coaching de Luis Enrique, qui était soit calculé, soit imposé, mais bon, est-ce que Doué devait sortir aussitôt? Peut-être qu'il a senti que forcément avec ce manque sur le deuxième but, c'était le bon timing. Il a piqué Kvara dans le bon sens. Kangini, à chaque fois qu'il rentre, c'est propre. Lucas dans le bon tempo. Mayulu qui est aussi sur l'un des buts impliqués. Donc non, c'est vrai que ces différentes apparitions, elles ont fait du bien au PSG, qui va avoir désormais 6 jours pour préparer ce petit retour, quoi. Non, Pacho qui tient en laisse. Non, mais c'est vrai que c'était un des duels qui était attendu. Mais Pacho, enfin, on prend jamais le temps de mesurer ce que ce groupe ou certains joueurs ont accompli. Pacho, Neves, ils sont là depuis 1 an et demi. Kvara, il est là depuis 1 an. C'est quand même, tu vois, déjà dans l'histoire récente du PSG, c'est très très fort. Enfin, leur régularité, leur fiabilité et leur impact immédiat, et surtout sont des acteurs qui ont compté dans cette Ligue des Champions et qui sont encore présents dans cette nouvelle campagne. Faut saluer ça, parce que combien de joueurs auraient eu du mal à s'adapter à Paris? Tu peux le voir avec un Zabarni, avec un Chevalier. Arriver dans un nouveau club, c'est pas une science exacte, et là pour le coup ces joueurs-là, ça semble totalement leur aller, quoi. Safonov aurait pu faire quelque chose sur le premier but pour toi? Moi je le dis oui, je trouve que la main elle est pas assez ferme. Après c'est toujours dur de tomber sur un gardien et tout, parce que Gusto est tout seul et c'est l'enchaînement des petites erreurs Mendes Barcola. Pour moi il peut faire mieux, mais voilà, c'est pas non plus le scandale du siècle. Merci beaucoup Jack Steller pour le petit prime. Je pense qu'on va pouvoir passer à ce Real City. Ah là 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 là, cette équipe, qui l'aurait cru, avec une compo quand même, parce qu'on va faire la compo du Real par rapport à la forme du moment. Courtois dans les buts, Ferland Mendy, Heusen, Rudiger, Trent Alexander-Arnold, Güler, Tchouaméni, Thiago Pitarch, qui enchaîne une 3e titu de suite, Valverde, le grand monsieur de cette soirée, Brahim Diaz, Vinicius. Qui aurait cru que cette équipe mette 3-0, net et sans bavure, contre ce City-là, où j'ai pas compris les choix de Pep. Alors là, faute mob, ils mettent Semenyo à côté d'Haaland. Semenyo avait même presque un rôle de numéro 10 qui était très bizarre. Enfin, t'avais le double pivot Silva-Rodri qui, moi, je trouve, manque d'un truc. Savigno qui traverse pas forcément une bonne saison. Après, je veux pas faire du cherkisme en disant faut mettre Cherki à tous les matchs, mais cette compo avec 4 attaquants et surtout des joueurs soit en méforme, soit pas à leur place, même si c'est un Real qui est malade et qui a des gros manques, et putain, c'est ouf parce que le foot peut tellement changer. Il y a 8 jours, j'ai assisté à cette rencontre contre Retafe, et je pense, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'était cataclysmique. Une des pires performances, pas seulement de cette saison, mais de l'histoire du Real, contre un Retafe qui n'attendait que ça, mais les Madriens sont passés à côté sur tous les plans. Et là, 8 jours après, la musique qui retentit, il voit les patchs LDC, la coupe aux grandes oreilles, il voit le ballon star avec le drapeau qui flotte dans le rond central, et je sais pas ce qui anime cette équipe, mais elle est quand même à part dans cette compétition. Et là, pour le coup, je donnais pas cher de leur peau. Après, pour moi, le constat, c'était ils vont résister à l'aller en mode ça peut faire un partout, ça peut faire victoire d'une manière courte. Et au retour, je voyais quand même City faire le job. Là, j'avoue, mais après, c'est très bien que ce sport
nous donne. J'adore ce côté un peu imprévisible, je sais pas ce qui va se passer, et cette soirée de LDC qui aurait pu à la fois dire 3-0 Bodo, 3-0 Real, 5-2 PSG, fallait quand même le deviner, mais quand je parle de moments hors du temps, ce soir la performance de Valverde, on s'en souviendra les gars, parce que, comme je vous le dis, c'est pas seulement un triplé, c'est comme le triplé qu'a mis en début de saison João Neves contre Toulouse, avec des retournés, avec une frappe pleine lucarne, c'est un but... le premier avec ce dégagement de Courtois et la course de Valverde qui sent tellement bien le coup avec ce contrôle long pour déposer O'Reilly qui juge mal la distance du ballon et derrière l'espèce de petit grand pont pour éviter Donnarumma et derrière c'est toujours particulier parce qu'il faut la mettre, t'es sur ton pied droit enroulé, c'est le moment où il faut pas tergiverser et la finition est impeccable. Ensuite tu as je crois Vinicius qui le sollicite dans l'axe, il se l'amène côté gauche et il va faire une frappe croisée qui est vraiment très très bien exécutée et le dernier but, mais là je sais pas qui a réincarné ce mec en Ronaldinho 2005, mais c'est une pichenette. Je vais presque dire un piqué ou peut-être une panenka dans le jeu d'un certain Brahim Diaz qui le trouve en position de numéro 9 parce que c'est une soirée où tout était possible. Et là, il fait quand même un espèce de mini sombrero sur Marguerite avant de terminer de près sur Courtois. J'ai souvent dit que ce gars-là, quand le Real est en crise, il sait se métamorphoser, il a déjà mis des buts, des missiles, des trucs de fou en mode je suis le premier à vouloir sauver Ancelotti, mais sincèrement, le triplé qu'il a mis ce soir, c'est incroyable. Ah, il a eu 10 dans l'équipe, waouh. En vrai, est-ce qu'on peut... Non, enfin, un milieu de terrain qui met un triplé de cette qualité-là, autant certains disent peut-être qu'ils sont plus discutables, mais dans ce genre de rendez-vous, alors certains vont dire que c'est pas le plus grand City, mais ce match-là, ça mérite, et ouais, c'est comme la performance de Tadic, comme la performance de Lookman, c'est des rencontres qui sont géniales. C'est vraiment, j'adore voir ça, et ce type de héros. Alors après, on sait que Valverde, c'est un milieu qui a peut-être baissé dans certains standards, qui avait quand même un gros niveau, qui avait parti de grosses campagnes, de belles équipes, dans un rôle forcément de gars polyvalent, de couteau suisse. Il a dépanné où il pouvait, latéral droit, tout ça. Mais c'est vrai que le Real en un épère, ils sont injouables. Attention, parce que 2022, ça fait victoire avec la finale à Saint-Denis. 2024, ça fait victoire contre Dortmund. Ouais, c'est vrai qu'on va commencer à s'en méfier. La dernière fois, c'était 2020 où ça a été un cauchemar pour un certain Raphaël Varane contre cette même équipe de City. Il y a un retour à assurer. Je pense que, de toute façon, ils peuvent pas faire pire dans la compo. Pep doit nous proposer quelque chose de différent avec ce matériel-là et surtout des formes. Parce que ouais, certains l'ont dit, Foden qui rentre pas, c'est vrai que Foden, j'ai l'impression qu'il a disparu. Je crois que j'avais vu qu'il était sur... un but sur les 17 derniers matchs. Tu vois, ouais, il rentre pas contre Leeds, contre Newcastle. Ce soir, il joue pas. Il joue 11 minutes contre Newcastle. C'est vrai que, waouh, la disparition d'un joueur qui a été aussi emblématique, aussi fort lors de la saison 2023-2024, c'est comme si comment ça s'appelle, son Euro 2024 l'avait tué. Alors, l'an dernier, il a un mois de décembre, janvier de mémoire qui sont assez forts. Mais sinon, c'est pas, tu vois, dans la globalité, ce qu'il avait pu accomplir il y a 2 ans. Et c'est vrai que c'est un joueur qui a un talent, un truc... vraiment, ça a été un des emblèmes d'un City très très fort. Et ouais, cette saison, elle est rude. Hein. Mais pour beaucoup de joueurs, hein. C'est pas évident. Après, je sais que voilà, Bernardo Silva, ça reste le totem, c'est l'un de ses joueurs fétiches. Mais Rodri, je pense que les deux, à cet âge-là, c'est plus possible. Et après, c'est surtout cette animation, quoi. Alors, Doku, côté gauche, oui. Haaland dans l'axe, oui. Semenyo, qui était en soutien, 9,5, c'est pas son rôle. Fallait mettre à la place de Savigno. Et pourquoi pas avoir un vrai créateur. Alors, Foden a peut-être le moral au fond des chaussettes. Mais un Cherki, ou même si tu veux faire ce rôle de 9,5 hybride, Marmouche, je pense qu'il correspond. C'est vrai que c'est pas la première fois que Pep fait du laboratoire, des expérimentations dans ce type de rendez-vous en Ligue des Champions, où c'est quand même des rencontres, voilà, c'est un peu couperé. Ouais, je pense qu'il s'est peut-être trompé de timing. Autant le faire contre d'autres équipes en Première Ligue. Pour ce type de rendez-vous, même Kuzanov, latéral droit, je suis pas convaincu. Ouais, Matheus Nunes, tu vois, qui est resté sur le banc. Peut-être qu'il y a des citizens dans le chat qui pourront me dire si c'est
parce qu'il est préservé, il y a une blessure. Mais tu vois, O'Reilly, Nunes, Diaz-Gueye, peut-être Silva Rodri, je peux comprendre. Je pense qu'il y avait mieux à faire pour cette compo. Et après, c'est dur parce que sur les 10 premières minutes de mémoire, t'as Doku qui réussit 3 ou 4 duels, qui dépose. Ça manque un peu de tranchant dans la surface sur ses centres, sur ses passes. Si City met ce premier but autour du quart d'heure de jeu, peut-être que la rencontre se passe pas comme ça et t'as pas Valverde qui est touché par la grâce. Mais voilà, ils ont laissé passer ce momentum et ensuite ils ont plongé quoi. Enfin, le Real a vu une brèche et s'est engouffré. Kuzanov, c'était pour la vitesse contre Vinicius. Ok. Et d'ailleurs, oui, on a oublié de le dire, mais il s'en sort bien parce que Donnarumma qui passe à côté de son match, qui concède un penalty sur Vinicius, qui sort quand même un arrêt qui leur fait du bien, je pense, à cet instant présent, parce que sinon, le match, tu vois la première ligue, ils sont au contact d'Arsenal, mais ils ont reperdu un petit peu de points. T'as un quart de Cup contre Liverpool, t'as une finale de Carabao contre Arsenal, et t'as cette Ligue des Champions. Moi, je me disais, bon, c'est vrai qu'en quart de finale, t'as le Bayern. Voilà, c'est le boss final. Mais pour le coup, contre ce Real malade, je les voyais quand même faire un coup et s'en sortir. Et là, ça m'inquiète un petit peu, quoi. Oui, on est d'accord, le penalty de Vinicius était très mal tiré. C'était la soirée de Valverde, même si je peux comprendre que Vini, qui est dans une période au global depuis 2 mois qui est quand même sympa, fallait laisser à Valverde parce que vu comment il était possédé durant ces 90 minutes, il t'aurait expédié un ballon pleine lucarne qui aurait tabassé la lucarne de Donnarumma, il serait pas posé de questions. Mais non, franchement, le match du Real, t'as Courtois qui est encore présent, comme toujours. Je sais que certains ont du mal à dire que c'est une légende du foot, une légende à son poste, mais pour moi, il l'est déjà. Pas besoin de retirer ses crampons, de raccrocher ses crampons, de prendre sa retraite pour être dans cette catégorie. C'est un mec qui a tellement fait de choses dingues dans cette compétition avec cette équipe. Waouh, Courtois, immense respect. Et même Ferland Mendy, ce qui est ouf, c'est qu'il sort au bout de 45 minutes remplacé par Fran Garcia parce que physiquement il est dans le dur. Mais voilà, il répond présent. Et ouais, je sais pas comment l'interpréter, cette absence de City. C'est, je pense, un mélange. À la fois, tu t'es fait punir par un Real qui a choisi son très bon moment pour se réveiller, par des individualités qui sont pas à la hauteur de ce que doit être Manchester City, par Pep qui se trompe de plan. Et attention, parce que quand je dis la saison, tu peux faire saison blanche, même si t'es encore en lice dans 4 compétitions. Il y a intérêt à avoir quelque chose de grandiose à l'Etihad mardi prochain. Ça peut se faire, mais c'est chaud. En vrai, Scipion, tu préfères avoir Neuer ou Courtois s'il faut sauver ta vie. Ouf, elle est pas évidente celle-ci. Et quand elle est pas évidente, qu'est-ce que je fais comme un lâche? Je fais appel au chat. Après, je pense qu'il y a beaucoup, connaissant mon audience, je pense qu'il y a une grosse team Neuer, mais il y en a aussi qui vont peut-être mettre en avant tout ce qu'a fait Courtois en LDC, avec ses 2 victoires. Et c'est vrai, comme tu dis, il a que 33 ans, il a encore peut-être quelques années devant lui, quoi. Tu vois, j'aime bien Neuer sans aucun doute, largement Courtois. Je sais qu'il va y avoir plusieurs sons de cloche différents, mais ouais, la performance de Valverde, on va juste terminer là-dessus parce que ça fait partie aussi, comme je dis, des moments qui comptent en Ligue des Champions. Il n'avait pas marqué depuis 2 ans. D'ailleurs, son dernier but, c'était contre City en 2024. Mais il y a des performances qu'on n'oubliera pas. Et je pense que celle-ci, on va se la mettre dans un petit coin du cerveau, de la mémoire footballistique, où on enchaîne tellement de matchs, de calendriers, de compétitions. C'est un truc infini. Et là, je me dirais, ok, Valverde, le 11 mars 2026, il a envoyé quelque chose de sensationnel avec ce triplé. Et quand je le dis, la qualité des 3 buts, c'est fantastique. C'est comme en 2022 où Benzema était un joueur, tu peux rien faire. Ah non, mais là, il s'est amusé, il a été... Et je pense que rien que ce contrôle sur le premier but, ça a tout conditionné. Avec ce qu'il a réussi à faire derrière. Vraiment, chapeau à lui. Mais alors là... Si j'ai des éloges pour Valverde, pour ce Real qui se réveille au bon moment, et même le petit Pitarch, Pitarch, je sais pas combien ça fait de ballons, qui 32 passes sur 34 réussies, 2 passes longues précises,
4 ballons récupérés, il a subi 5 dribbles quand même, il a gagné qu'un seul duel, mais bon, pour un match de LDC contre City, on a vu des choses, et je comprends pourquoi Arbeloa, voilà, c'est peut-être quelque chose qui doit tenter pour moi, peut-être incorporer un peu plus de gamins de la Castilla, c'est une grosse prise de risque, parce que bon, ce soir, t'as quand même, voilà, Camavinga qui peut jouer à sa place, t'as peut-être aussi, non, je pensais que Ceballos était là, mais Ceballos est blessé à la cuisse d'allemand, comme Jude, et comme d'autres joueurs, et c'est vrai qu'il il a fait un match intéressant pour ce type de rendez-vous. Mais comme je vous disais, les amis, si j'ai beaucoup d'éloges pour le Real, pour Valverde, pour ce qu'a proposé Arbeloa ce soir, je ne sais pas quel terme employer pour Bodo Glimt. C'est fantastique ce que cette équipe est en train de vivre, ce qu'elle est en train de procurer contre un Sporting qui a terminé top 8 de LDC, qui a battu le PSG, qui a battu l'OM, qui a obtenu de très bons résultats, qui a le meilleur buteur, le Gyökeres 2.0 avec Luis Suarez, qui a des joueurs que j'apprécie, hein, Trincao, Jenny Catamo, Belkan avec le Mozambique, Yulmand avec le Danemark et même avec le Sporting c'est très sérieux, Diomande, Ignacio derrière, voilà, enfin c'est une équipe où il y a quand même des noms assez satisfaisants. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est aussi un truc un peu hors du temps ce que réalise Bodo Glimt, parce que à la 6e journée de LDC, et du coup avant la 7e, ils n'avaient toujours pas gagné de match dans cette compétition. Ils ont attendu janvier pour gagner leur première rencontre, c'était contre City, le 3-1 à la maison, et depuis, personne ne les arrête. Victoire 3-1 contre City, victoire 2-1 à Atlético, où ils vont chercher leur qualification. Les 2 barrages contre l'Inter, victoire aller et surtout au retour à Giuseppe Meazza. Et maintenant, ce soir, je sais pas ce qui leur arrive, mais c'est inouï et c'est juste un kiff monumental. Déjà pour eux, parce que voilà, t'es supporter de Bodo Glimt, t'es loin au nord de l'Europe. Le quotidien, il est fait de fraîcheur, de pêche et aussi de belles visites de fjord, j'imagine. Mais le football, voilà, c'est aussi une belle place à Bodo. Comme je dis, c'est pas une équipe qui, comme ça, hop, ça s'est déclenché. Oui, forcément, c'est un alignement des planètes incommensurable. Mais avant, t'as eu cette demi-finale d'Europa, t'as eu des résultats en Conference League. Ouais, ils ont commencé à semer des graines sur leur parcours du vieux continent. Mais là, c'est fantastique. Je rajoute aussi avant ce match à City qui font quand même 2-2 à Dortmund. Et c'est quand même un bon résultat pour eux. Mais sinon, ouais, c'est juste... je sais pas à quel point cette équipe a trouvé ce truc supérieur. Parce qu'en LDC, du coup, pour résumer, ça... ça fait 2-2 au Slavia pour le premier match. Ça fait 2-2 de nouveau contre Tottenham. Ça perd à Gala. Ça perd contre l'immense Monaco de Pocooli sur un but de Balogun de mémoire. Ça perd 3-2 contre la Juve. Ensuite, du coup, t'es à 3 nuls et 3 défaites. Pas simple avant d'aborder ces 2 derniers matchs. T'as cette victoire contre City où City était assez diminué. T'as Marguerite qui était pas encore enregistré. T'as le Max Allen qui était en défense derrière, qui avait été totalement dépassé par les événements, et City avait vraiment été largué de bout en bout. Et depuis, c'est non-stop. T'as cette victoire Atlético avec un but à la dernière minute, enfin pas un but à la dernière minute, mais un but qui est un peu chanceux sur la fin. Et là, depuis, c'est une équipe qui est habitée par un truc supérieur où ouais. Évidemment, ils peuvent se faire remonter et tout ce que je dis n'a peut-être pas de sens, mais pour moi, ils ont déjà réussi avec des champions, même s'ils prennent une remontada. Et pour le coup, quart de finale de Ligue des Champions, je sais pas, mais il y a des clubs dans leur histoire qu'on voit tous les week-ends, qu'on a l'habitude de supporter, qui n'ont jamais fait de quart de LDC. Et ils vont le faire. Genre, ça paraît, à chaque fois que tu énumères des choses au sujet de cette équipe, t'es obligé de peser tes mots et de te rendre compte de ce qu'il propose. Et moi, le joueur où je voulais m'arrêter ce soir, c'est Jens Peter Hauge. Certains vont dire tu t'enflammes, mais la campagne de ce bonhomme, elle est exceptionnelle. Enfin, vraiment, j'ai pas toutes les buts et les stats en tête, mais c'est un but à Dortmund, un but à City, c'est un but et une passe D contre l'Inter. C'est une passe D ce soir, et quelle passe D au passage. Vraiment un joueur... On comprend encore une fois, voilà, le parcours, le club, c'était Ghent, hein, pour ceux qui veulent le savoir, c'était Ghent, la Gantoise en Belgique. Voilà, lui, ce qui avait été un peu un déclencheur, c'est qu'il avait fait un match
on va dire, de barrage européen contre le Milan. Il s'était fait remarquer. Voilà, ils l'ont fait venir là, mais bon, un jeune Norvégien qui quitte cette équipe, son pays pour la première fois, c'est pas simple, surtout pour atterrir dans un monument du foot européen. Et derrière, voilà, t'as fait Milan, Francfort, la Gantoise, t'as vraiment enchaîné des hauts, des bas. Et finalement, quand Bodo t'a rappelé, bah, t'es retourné là-bas. Et c'est vrai qu'il porte tellement bien ce numéro 10. Enfin, vraiment, un joueur sensationnel, balle au pied. Et qui fait tellement de différence. Voilà, l'action qu'il amène sur le dernier but, j'adore. Mais au global, j'adore tout ce que fait cette équipe, tout ce qu'elle entreprend. Et c'est une bouffée d'oxygène à la fois dans le football européen de voir un tel parcours. Et quand je vous dis, j'ai pas envie de dire Bodo Glimt, on est des hipsters, c'est rigolo, on va les mettre en avant. Non, si on s'attache au terrain, au contenu, au jeu, ils ont pas volé leur place. Vraiment, c'est une équipe qui est très sérieuse. Ce soir, je vous le dis, t'as cette entame qui est peut-être pas la plus aboutie, mais derrière, quand il a fallu enclencher, répéter des séquences, mettre le pied sur le ballon et faire tournoyer un petit peu cette équipe du Sporting qui a été perdue par moments, ouais, ils ont su amener une qualité de but et de moments. Ouais, je suis assez admiratif de ce que propose notre ami Katie Nielsen. Et c'est pareil, ce coach-là, il peut peut-être se faire démarcher par certaines équipes, mais je sais pas s'il pourrait réussir ce qu'il a fait depuis 8 ans à Bodø. C'est toujours assez compliqué. Voilà, je vous le disais, hein. Vous regardez la feuille de match, oui, vous avez 2 Danois en plus sur le banc, sinon t'as le gardien qui est russe, Aikin, t'as Hogg, l'attaquant qui est danois, qui continue de marquer. Lui, par contre, il est sur une série, je pense, de buts, 25 ans. Ah, pareil, là, sa valeur, elle commence enfin à bien se lâcher. Mais ouais, un but et 2 passes D contre l'Inter sur le match aller. Il marque contre l'Atlético, il marque un doublé contre City. Il est en pétard, hein. Il est vraiment en pétard en ce moment. Et ce but encore contre le Sporting. Donc, ouais, il y a un retour à aborder. Mais maintenant qu'ils ont déjà eu ce truc du retour où ils vont arriver avec des buts d'avance qu'ils ont fait contre l'Inter, je pense que mentalement, ils vont pouvoir y parvenir. La situation en championnat, c'est vrai qu'ils ont toujours pas repris. Je crois que tu as un match qui a été reporté, c'est ça. Ils ont des matchs il n'y a pas que l'Equita qui permettent de reporter des rencontres. Tu as aussi Sarpsborg et Amcam qui font des cadeaux à Bodo Glimt, donc il va y avoir une semaine. Mais sinon, avant, ils avaient joué en coupe contre Molde et ils s'étaient imposés 2-1. Donc voilà, c'est vrai que, comme je le disais, Bodo Glimt, finalement, c'est assez intéressant parce que ça fait partie de ces équipes qui ont joué jusqu'au 30 novembre en championnat. Donc championnat se termine fin novembre. Et après, derrière, ils ont eu que des matchs en rencontre officielle de Ligue des Champions. Alors forcément, t'arrives avec peut-être moins de rythme que Dortmund qui enchaîne de la Bundes, que City qui avec cette fameuse intensité Première Ligue, voilà, est redoutable, l'Atlético, l'Inter, tout ça. Mais est-ce que, comme je le dis, dans ce football où tu joues tous les 3 jours où t'as pas vraiment de séquence pour te reposer, est-ce que ces gars-là là, qui arrivent avec 2 mois et demi vraiment à tête reposée, les jambes elles sont légères, je pense que ça leur bénéficie. Alors derrière, je vais peut-être pas dire que toutes les équipes scandinaves maintenant vont suivre le même rythme, mais peut-être qu'on verra d'autres Bodo Glimt. Peut-être que Bodo Glimt a marché pour que des équipes puissent courir. On verra par la suite. Mais c'est vrai que ça fait un bien fou de voir ça. Et je pense qu'au niveau de la fatigue, c'est une équipe qui maximise ce calendrier qui est décalé, où ils reprennent début mars leur championnat. On leur souhaite quand même un meilleur avenir que les De Ligt, Ziyech de l'époque qui ont disparu. Après, l'Ajax, c'était une équipe qui était quand même vouée, je pense, à avoir ces gros talents, les De Ligt, De Jong, Ziyech, tout ça, avoir une carrière en dehors, même Van de Beek, hein, tu peux rajouter. C'est vrai que il y en a des vidéos qui existent sur les disparus de l'Ajax, mais bon, je pense que Bodo Glimt, comme je te dis, c'est un truc un peu différent où tu as plus de 90% de joueurs norvégiens, tu as le coach qui est là depuis 8 ans. T'en as peut-être qui vont aller voir ailleurs, hein, parce qu'ils se disent, bon, bah, c'est le meilleur moment pour vendre. Et là, si tu as une offre de 20 millions pour Kasper Hogg de la part de Southampton, ça va être difficile de dire non. Ouais, c'est vrai qu'il y a un club danois qui a fait top 8 en Europa League, c'est Midtjylland. Midtjylland, Norgeland. Je confonds souvent. Norgeland. Non, c'est Midtjylland, voilà. Midtjylland, c'est le logo rouge-noir. Et il joue en plus contre Forest. Ça va être sympa comme petite équipe. Donc bravo à Bodo, parce que
kiff monumental de les suivre match après match, et pour ceux forcément qui étaient concentrés sur le PSG et le Real, à jeter un petit coup d'œil parce qu'on ne s'ennuie jamais devant cette équipe. On va passer au dernier match, et ce petit Leverkusen-Arsenal, beaucoup, comme je l'ai dit, pressentait un match à sens unique et une raclée de la part d'Arsenal, peut-être dans l'affiche la plus déséquilibrée entre une équipe de PL et on rappelle premier de PL contre le Sienne de Bundesliga. Et bien Arsenal, même si on a pu le dire que ça, voilà, depuis 2 mois, c'est plus dur dans le jeu, mais c'est quand même un bon collectif. Il y a des valeurs sûres normalement, et c'est vrai qu'ils ont toujours ces joueurs-là pour faire la différence. La ligne de 4 derrière, là, t'avais pas Calafiori titulaire, sinon t'avais 3 des bougres habituels comme Timber, Saliba et Gabriel Magalhaes. Mais ouais, le mal profond d'Arsenal cette saison, au-delà peut-être d'avoir ce rythme étrange depuis 2 mois et demi, ce sont tes attaquants. Quel attaquant à Arsenal réussit une grande saison? Je parle même pas de bonne saison, parce que tu peux prendre certains joueurs dans les attentes que t'as. Par exemple, Trossard, on sait que c'est plutôt un super sub. T'as pas des attentes colossales sur un Trossard. Tu peux dire que c'est une bonne saison, mais c'est pas une grande saison. Tu vois, il est pas à 15 buts, 15 passes D. Là, pour le coup, Saka, c'est une mauvaise saison. Il est en dessous de ses standards. Et je parle pas juste du match de ce soir, parce que ce soir, tout le monde lui tombe dessus à juste titre, avec ce qu'on peut voir. Voilà, il a tout raté. Vraiment, match où il est passé à côté de ce truc. Mais même sur ce qui dégage, où il a moins cet aspect feu follet, provoquant, déstabilisateur, il est beaucoup plus rentré dans le moule. Et ça, c'est une déception. Gyökeres, oui, il y a eu ce doublé contre Tottenham. Mais sinon, pour un attaquant recruté à 70 millions, ça fait pas l'affaire. Et son match ce soir, je sais pas combien de ballons il touche en deuxième période, mais c'était assez dur pour lui, hein. Voilà, on est à 21 ballons touchés, mais c'était quand même archi poussif. Martinelli, qui est Martinelli avec son irrégularité. Eze, j'aime bien le joueur, mais cette saison, c'est pas Tottenham et les Spurs en face. C'est quand même très souvent 4 sur 10, 5 sur 10. C'est un joueur fade. Madueke, qui a le mérite d'avoir fait une belle entrée pour le coup, mais c'est un joueur qui, je sais pas s'il pourra être mieux que Super Sum un jour. Kai Havertz qui revient de blessure, Jesus pareil, toujours compliqué de les jauger. Ouais, tu fais le compte, finalement la plus grosse satisfaction c'est Merino qui était pas un neuf naturel. Oui, Max Doman, après Max Doman c'est très très jeune, c'est un gamin un peu surnaturel, donc on va attendre. Alors le penalty pour Arsenal, moi j'ai tweeté en disant que je trouvais que c'était un peu abusé. Je ne nie pas le contact sur Madueke. Du coup, je pense qu'il y a contact. Voilà, en gros, Tillman tacle, Madueke passe devant, et le pied de Madueke se met sous le ventre de Tillman. Et du coup, oui, il y a vraiment quelque chose. Mais j'aime pas la chute un peu exagérée et pas naturelle de Madueke, où je trouve qu'il en rajoute trop par rapport au contact qui a pas l'air d'être dingue quand tu vois le moment où ça se touche. Après, certains vont dire dès qu'il y a contact, il y a faute. Mais bon, des fois, je sais pas. On a déjà vu certaines séquences où tu avais contact, mais comme l'attaquant faisait presque amplifier sa chute, ça pouvait aussi se retourner contre lui. Et j'avoue, c'est le genre de séquence où tu as eu un check VAR, mais on n'a pas demandé à l'arbitre central d'aller vérifier devant l'écran. J'aurais bien aimé quand même qu'il aille vérifier ça, parce que vraiment, c'était assez particulier. Oui, après, Henrich, bien sûr, sur même l'action du but, t'as un peu de bousculade dans la surface d'Arsenal, mais bon, maintenant, dès qu'il y a un corner avec une équipe anglaise, tout le monde peut y aller, hein. On peut ceinturer les joueurs, on peut piétiner le gardien, on peut arracher la pelouse, on va pas dire grand-chose, mais c'est vrai que Henrich, il fait 2 fautes d'entrée, qui peuvent mériter, il y en a une qui prend jaune, l'une juste après, 2 minutes après, ça peut être un carton rouge qui rentre un peu dans l'histoire de la stupidité du foot, surtout pour un joueur avec son expérience. Donc il a eu quand même chaud aux fesses l'ami. Mais voilà, on a quand même vu, j'avoue, j'ai apprécié le match de Leverkusen, parce que j'ai vu un Tapsoba qui a répondu à cette fameuse étiquette de joueur qu'on annonce sur les tablettes des plus gros clubs depuis un moment. Il a fait son match, beaucoup aimé le double pivot Garcia-Palacios, vraiment très intéressant. Maza qui était le joueur le plus en vue, qui a fait de bonnes choses, mais peut-être pas comme à son habitude, où il a des actions un peu de superstar. Là, il a fait un bon match, mais je sais qu'il est capable de faire mieux. Par contre, Kofane, c'est dur pour Gyökeres, mais je préfère largement le match de neuf de Kofane, qui va au charbon, qui garde des ballons, qui
qui vraiment va embêter les défenseurs, qui est connecté à l'équipe. Et pourtant, Kofané, c'est 19 ans. Gyökeres, c'est 27 ans. T'as 8 ans d'écart et t'as l'impression qu'ils font pas le même métier, quoi. Franchement, c'est chaud, quoi. Mais cette équipe de Leverkusen m'a fait plaisir parce que c'est vrai qu'ils ont pas mal d'absents. C'est une saison qui est un peu décevante, tu vois. Ils sont pas top 4 assurés Ligue des Champions pour la saison prochaine. Ils ont Flecken, Badé, Vasquez, Arthur, Benseguir était là absent. T'avais Chic qui était sur le banc mais qui revient de blessure. Après, moi, comme je l'ai dit, ce qui m'intéresse avec eux, c'est ils préparent un peu un nouveau cycle. Et ce Leverkusen 2026-2027, il va m'intriguer avec Kofané, Maza. Palacios, il a quoi? Il a 27 ans, mais c'est Eski Fernandez qu'ils ont récupéré d'Arabie Saoudite qui aura 23 ans. Kwanza, Badé, tout ça. Je pense qu'ils vont peut-être avoir une belle équipe pour la saison prochaine. Derrière le Bayern, c'est toujours dur, hein, mais je pense qu'ils vont faire bien mieux la saison prochaine. Ils passent laborieusement contre l'Olympiakos. Ah non, ils sont pas sur une saison de dingue, mais ils ont quand même des joueurs, Grimaldo qui a marqué 5 ou 6 coups francs cette saison, qui est d'ailleurs le passeur décisif sur l'action du but d'Henrich. Moi, j'aime bien parce qu'ils vont avoir des regrets quand même sur la fin de match, mais ils ont fait une rencontre, un contenu à la hauteur d'une équipe qui était outsider, qui devait embêter Arsenal, qui a senti que c'était une équipe qui n'était pas comme à son habitude, qui avait vraiment des absences. Et franchement, ils ont su être conquérants. J'ai bien aimé le match de Leverkusen. Après, c'est un peu comme Newcastle, ça suffit pas parce que c'est qu'un partout et tu vas avoir des regrets. Et au retour, c'est une autre étape. Mais voilà, ils ont peut-être préparé quelque chose d'assez intéressant pour l'avenir avec Casper Hjulmand sur le banc. Merci beaucoup Psycho Baston pour le petit prime. Tu régales le boss. En tout cas, je pense que c'est un bel avertissement pour Arsenal parce que Arsenal est en mesure de faire un quadruplé. T'as quart de FA Cup contre Southampton, t'as la finale de Carabao contre City, t'as la Première Ligue où tu gardes ce matelas de points, t'as Ligue des Champions où t'as un tableau, même si on commence à dire méfiance Bodo Glimt, en PL c'est vrai que City a un match en moins, donc tu as potentiellement 3, 4, tu vas avoir 4 points d'avance sur cette formation, mais attention parce que la machine, ça a continué de gagner, tu vois, parce que ta dernière défaite, mine de rien, elle remontait à début janvier, fin janvier contre United. Après, t'en as enchaîné pas mal, t'as fait le 8/8 en LDC. T'as eu des scénarios qui ont été un peu plus poussifs, d'autres qui ont été plus aboutis, comme la victoire à Tottenham contre un Tottenham malade, Leeds, Sunderland. Mais là, pour le coup, c'est un match où ça sonne comme un vrai avertissement. Après, t'as quand même un truc qui va pouvoir toujours les sauver, c'est leur défense qui est exceptionnelle. On va pas non plus tomber dans la sinistrose et dire c'est fini pour Arsenal. Ils ont des qualités fondamentales derrière, mais ils pourront peut-être pas se reposer tout le temps là-dessus, parce que là, quand t'as une attaque qui est aussi moribonde, attention, ça peut leur jouer un petit tour, quoi. Oh, il y a Leverkusen Bayern ce week-end. Ouille. Les pauvres petits. Arsenal-Everton ce week-end également. C'est intéressant parce qu'Everton fait une belle saison en PL. J'aime bien ce qu'il propose. Leverkusen-Bayern. Ouh là là, ouf. 15h30 pour ceux qui ont envie de voir ça. Dès samedi. Ça va être assez intéressant. Donc on récapitule peut-être les matchs à venir. Donc on inverse mercredi et mardi. Donc dès mardi, vous n'avez pas d'excuses, il n'y aura pas de match en face. L'immense Bodo Glimt sera à 18h45 contre le Sporting. Ensuite, on aura à 21h Arsenal-Leverkusen, Chelsea-PSG et City-Real. Le mercredi, c'est Barcelone-Newcastle qui est à 18h45. Pas mal de voir un match du Barça comme ça, en plus à cet horaire seul. Et derrière, tu auras donc le Bayern-Atalanta, le Liverpool-Galatasaray qui sera sans doute le moment un peu clé. Et ce fameux Tottenham-Atlético. Donc à voir combien de remontées, ou peut-être qu'il n'y en aura pas du tout. Ça va être assez intéressant dans ce sens. Les boss demain, on a aussi petite journée d'Europa, enfin petite journée, on a même les matchs d'élimination directe en Europa qui vont arriver avec à 18h45 100% italien Bologne-Roma, mais surtout ce LOSC Aston Villa. Apparemment, les Lillois réservent un retour très particulier à Dibu Martinez. Branchez-vous, je pense que ça va être divertissant. T'as Panathinaikos, Betis et Stuttgart Porto. Et à 21h, on surveillera l'OL qui se déplacera à Vigo avec forcément beaucoup d'absents. Encore une fois, ça va être quelque chose d'assez colossal. On va voir si physiquement, parce que c'est une équipe qui a l'air un peu au bout du rouleau, si ça va pouvoir tenir. T'as aussi Ferencváros Braga, Genk Fribourg et Nottingham Midtjylland. Et t'as également cette immense Pipion League
qui sera là demain également, avec le match de Strasbourg qui joue à Riega à 18h45. Pour votre plus grand bonheur, on va faire les autres affiches également à cet horaire. Tu auras Alkmaar, Sparta Prague, Lech Poznan, Shakhtar Donetsk, Samsun Sport, Rayo Vallecano à 21h, le sublime Crystal Palace avec Larnaca, la Fiorentina contre Rako Černochova, Celje qui reçoit le K Athènes et le Sigma Olomouc qui reçoit Mayence. On rappelle que ce match, c'est le potentiel quart des Strasbourgeois, donc comme ça, vous avez tous les rendez-vous qui sont là pour demain bien en tête. Je vais vous laisser sur ce. On se retrouve demain à midi avec toute la bande d'hors-jeu pour débriefer avec des champions, pour revenir là-dessus à froid. Donc merci à vous tous de m'avoir accompagné, d'avoir été aussi nombreux. Ceux qui ont lâché leur petit abonnement, leur petit prime, ça régale comme toujours. Pour ceux qui sont arrivés en cours, on va mettre évidemment les rediffs sur Twitch, sur YouTube, également en podcast sur le COP de Scipion. Passez une très bonne soirée, une bonne nuit. Reposez-vous bien pour demain l'Europa, le Genesio Bowl face à Unai Emery. On a hâte de voir s'il y a un petit exploit à la clé, et également ce Celta OL et ce Riega Strasbourg. Et puis nous, je sais pas s'il y aura de nouveau un live, on sait pas, mais sinon on se donne rendez-vous dimanche soir pour la Ligue 1 après le Rennes LOSC. Passez une bonne soirée les boss, je vous dis à très vite, salut à tous.